Vous êtes-vous déjà retrouvé à ressasser les bons vieux jours et à vous demander si la génération plus jeune a la moindre idée des trésors que nous avons vécus en tant que baby boomer? Si vous êtes un baby boomer, préparez-vous pour un voyage dans le temps. Et si ce n'est pas le cas, restez avec nous car vous êtes sur le point de vivre un fascinant retour en arrière. Numéro 30. Cinéma Drive-In. Vous vous souvenez de l'époque où aller au cinéma était le seul moyen de voir un film? Eh bien, entrez dans le monde magique des cinémas drive-in. Dans les années 1950 et 1960, ces cinémas en plein air étaient l'incarnation du divertissement, surtout pour les jeunes couples. Avancez rapidement jusqu'à aujourd'hui, et il est triste de constater que les drive-in sont devenus rares. Les cinémas drive-in n'étaient pas seulement des lieux pour voir des films, c'était une expérience. Les familles et les amis s'entassaient dans leurs voitures, créant un refuge douillet sous les étoiles. Les gigantesques écrans extérieurs, entourés de rangées de voitures, mettaient en scène une soirée inoubliable. Chaque véhicule était équipé d'un petit haut-parleur fixé à la fenêtre du conducteur, garantissant que tout le monde puisse profiter de l'audio du film. Ce n'était pas seulement une soirée cinéma, c'était un rassemblement communautaire, offrant à la fois intimité et atmosphère partagée, une destination parfaite pour des rendez-vous inoubliables. Numéro 29. Annuaire téléphonique. Il fut un temps où les annuaires téléphoniques étaient des rouleaux anciens qui contenaient les secrets des numéros de téléphone. Trouver l'information de quelqu'un était à la fois un jeu d'enfant et un casse-tête. Si vous connaissiez le nom et qu'il n'était pas aussi courant que John Smith, vous pouviez révéler son numéro de téléphone. Avancez jusqu'à aujourd'hui, et un nom est pratiquement inutile lorsque Google peut dévoiler un profil complet de réseaux sociaux en quelques clics. L'annuaire téléphonique était le moteur de recherche pour les personnes d'origine, un volumineux tome qui contenait les clés pour se connecter avec amis et famille. La génération actuelle ne peut peut-être pas apprécier le frisson de feuilleter ces pages, mais pour les baby-boomers, c'était un trésor de contact. Numéro 28. Fontaines à soda. Prenez un instant pour imaginer la fontaine à soda locale, bourdonnante des sons de la joie pétillante et du tintement des verres. Les fontaines à soda étaient plus que des endroits où prendre un verre. C'étaient des centres sociaux où les baby-boomers se réunissaient pour se régaler de boissons gazeuses, de milkshakes et de sundaes. Ces établissements n'étaient pas seulement axés sur la nourriture et les boissons, ils étaient le cœur de la vie communautaire. Les gens se retrouvaient pour partager les dernières nouvelles locales et les événements, transformant une visite décontractée en un événement social. Partager un malt ou un milkshake avec des amis à la fontaine à soda n'était pas juste une routine. C'était un souvenir précieux, une tranche de nostalgie qui reste proche du cœur de nombreux boomers. Numéro 27. Réglage de l'antenne TV. Pour ceux qui n'ont jamais eu le plaisir ou le désagrément de s'occuper des antennes de télévision, laissez-moi peindre un tableau. Avant que la télévision par câble et satellite ne prenne le relais, les gens s'appuyaient sur d'anciennes antennes pour capter les signaux de télévision. Et je vous le dis, ce n'était pas une promenade de santé. D'abord, trouver l'endroit parfait pour votre antenne était comme chercher le Saint Graal. Ensuite, il y avait la météo imprévisible. Il fallait prier pour que le temps coopère, car la pluie ou la neige pouvait transformer votre moment de télévision en un cauchemar pixelisé. Et s'il y avait un orage, oubliez de regarder votre émission préférée. Mieux valait plonger dans un bon livre ou faire une sieste jusqu'à ce que le ciel soit dégagé. Numéro 26. Téléphone à cadran. Ah, le son nostalgique d'un téléphone à cadran. Quand avez-vous utilisé pour la dernière fois la joie tactile de passer un appel avec l'une de ces grosses machines fiables? À l'époque, ces pierres solides rapprochèrent les familles, facilitèrent les transactions commerciales et jouaient même un rôle dans les histoires d'amour à distance. Aujourd'hui, ils ont été remplacés par la composition par bouton poussoir et les smartphones omniprésents dont nous ne pouvons imaginer vivre sans. Dans les années 1960, la technologie téléphonique était à des années-lumière des appareils élégants que nous avons aujourd'hui. Voici le téléphone à cadran, un dispositif robuste connecté à une prise murale, généralement fabriqué en plastique ou en métal, avec un cordon reliant le combiné à la base. Le design était simple mais fonctionnel. Passer un appel était une affaire manuelle. Soulevez le combiné, tournez pour composer le numéro souhaité et attendez patiemment que l'autre personne réponde. Pas d'identification de l'appelant, pas de boîte vocale,
juste l'anticipation d'une connexion. Numéro 25. Machines à écrire. Dans les années 1800, les machines à écrire ont révolutionné notre façon de mettre des mots sur papier. Avec la capacité de créer des lettres et des chiffres parfaitement formés, les machines à écrire sont devenues des outils indispensables non seulement pour le travail à l'école et à l'université, mais aussi pour divers emplois. Et oui, les membres de la génération X et les générations plus âgées peuvent s'accorder à dire que ces machines à claquements faisaient partie de notre vie quotidienne. Contrairement à la nature indulgente des ordinateurs, les machines à écrire n'offraient pas d'effacement facile ni de révision compliquée. Chaque frappe laissait une marque permanente sur le papier, exigeant précision et réflexion. Cependant, avec l'arrivée des années 1980, l'essor des ordinateurs personnels et des traitements de texte annonçait la fin inévitable de la machine à écrire. Aujourd'hui, elle réside dans le domaine des curiosités et des souvenirs nostalgiques, un témoignage d'une époque révolue. Numéro 24. Encyclopédie imprimée. Curieux de connaître la capitale de la Caroline du Sud ou le vice-président de Woodrow Wilson. À l'ère digitale d'aujourd'hui, une recherche rapide sur Internet fournit des réponses instantanées. Columbia et Thomas R. Marshall. Cependant, à l'époque où les boomers étaient à l'école, le moteur de recherche désespéré des étudiants se présentait sous la forme d'encyclopédies imprimées en plusieurs volumes. Ces volumineux ensembles, souvent vendus de porte à porte, étaient un incontournable dans de nombreux foyers de boomers. L'arrivée des ordinateurs personnels a entraîné la disparition de ces volumes qui dominèrent les étagères. Pourtant, le nom perdure à l'ère numérique, grâce à l'ouvrage de référence numérique populaire, Wikipédia. Numéro 23. Livraison de lait. Les bons vieux jours où le lait était livré directement à votre porte. Dans les années 1960, environ 30% du lait parvenait au foyer, ce qui en faisait un aliment de base pour les baby-boomers lorsqu'ils le versaient sur leurs céréales ou l'utilisaient pour accompagner leur sandwich au beurre de cacahuète. C'étaient les jours où les livreurs de lait, parfois des femmes, avaient leur tournée régulière, s'assurant que les ménages étaient approvisionnés non seulement en lait, mais aussi en crème et autres produits laitiers. Mais où sont passés les livreurs de lait? La disparition de la livraison de lait à domicile s'est produite rapidement, entraînée par une combinaison de nouvelles technologies, de changements économiques et de démographie évolutive. Les systèmes de réfrigération améliorés ont permis aux grandes laiteries d'étendre leurs zones de livraison, empiétant sur les territoires des plus petites. Les économies d'échelle ont favorisé ces grandes laiteries, entraînant des prix de détail plus bas et serrant les marges des livreurs de lait traditionnels. Les livreurs de lait n'étaient pas seulement des personnes de livraison, ils étaient les premiers recycleurs, récupérant les bouteilles en verre vide en livrant les nouvelles. Cependant, l'avènement des contenants en plastique a rendu obsolètes les bouteilles en verre. Au début des années 70, les baby-boomers, maintenant des jeunes adultes, ne consommaient plus autant de lait. Les familles en trouvaient plus pratique de prendre un gallon ou deux dans le supermarché local, suffisamment pour les faire tenir toute la semaine. Numéro 22. Pas de télévision 24 heures sur 24. Pouvez-vous imaginer une époque où la télévision avait 1 heure de coucher? Eh bien, la génération des baby-boomers y a vécu. Dans les années 1950 et 1960, les stations de télévision fermaient à minuit et recommençaient à diffuser vers 6 heures du matin. C'est un véritable écart par rapport à l'ère actuelle de la télévision, à la demande 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où vous pouvez naviguer sans effort entre les chaînes sportives spécialisées, les réseaux d'information et les marathons de films. Mais attendez, il y a plus. Imaginez cela. Pas de télécommande. Oui, les gens devaient réellement se lever et changer de chaîne manuellement. C'était les jours où les télévisions n'avaient que 3 chaînes, et choisir quoi regarder nécessitait un effort physique. Après la fermeture nocturne, l'écran de la télévision passait à un motif de test, indiquant que l'émetteur était actif, mais qu'aucune programmation n'était prévue. Ce visuel était souvent accompagné d'un bruit statique ou d'une musique simple. Cela servait d'indication pour que les téléspectateurs réalisent qu'il était temps d'éteindre l'appareil et de prendre un bon sommeil bien mérité. Peut-être qu'il y a une leçon pour nous aujourd'hui. Un rappel pour prendre une pause de ce buffet de divertissement 24 heures, 7 jours sur 7, et passer une bonne nuit de sommeil.
Numéro 21. Utiliser un chèque de voyage. À l'époque où les baby-boomers commençaient à déployer leurs ailes en voyage, une visite à la banque pour un lot de chèques de voyage était un rituel pré-voyage commun. Ces chèques étaient signés à la réception et une signature correspondante était ajoutée lors d'un achat. L'avantage principal? Contrairement à l'argent liquide, si un chèque de voyage était perdu, il pouvait être facilement remplacé. Avançons jusqu'à aujourd'hui et le paysage bancaire et les dépenses lors des voyages ont subi une révolution. Aujourd'hui, vous pouvez dépenser de l'argent en vacances, tout comme à la maison, en utilisant des cartes de crédit ou de débit ou en retirant de la monnaie locale à un distributeur automatique. Numéro 20. Parler à un opérateur. Au tout début, lorsqu'il n'y avait pas de téléphone, passer un appel n'était pas aussi simple que de composer quelques chiffres. Vous aviez besoin de l'assistance d'un opérateur téléphonique, un intermédiaire humain qui connectait manuellement les appels via un central relié au fil des abonnés. Ce service révolutionnaire a joué un rôle crucial dans l'introduction du téléphone dans la vie des masses. Le concept a pris racine en 1877 lorsque George W. Coy, inspiré par l'invention du téléphone d'Alexander Graham Bell, a établi le premier échange téléphonique aux États-Unis. Ce central permettait à quiconque disposant d'un téléphone de se connecter avec d'autres ayant la même technologie. Les grandes entreprises, les hôtels et les bureaux gouvernementaux employaient des opérateurs téléphoniques, souvent des femmes, pour gérer les appels, les dirigeant vers des postes spécifiques en branchant physiquement des câbles sur la centrale. Beaucoup d'entre nous, en particulier les baby-boomers, se souviennent d'interagir avec des opérateurs pour trouver des numéros de téléphone pour des entreprises et des individus. Numéro 19. Regardez le premier alunissage. Le 20 juillet 1969 a marqué un moment historique lorsque Neil Armstrong a fait ce petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Ce n'était pas qu'une occasion mémorable pour ceux qui l'ont vécu, c'était un phénomène culturel qui a captivé des centaines de millions de personnes à travers le monde, y compris de nombreux jeunes baby-boomers. Tandis que les générations ultérieures ont peut-être vu des extraits de l'alunissage d'Apollo 11 dans des rediffusions ou recréés dans des films, rien ne peut comparer à l'expérience de le voir se dérouler en direct. Numéro 18. Magnétoscope. Dans le monde d'aujourd'hui des enregistreurs numériques et des services de streaming, l'idée de regarder votre émission préférée quand vous le souhaitez est devenue une seconde nature. Mais pour les baby-boomers, c'était un luxe qu'ils ne possédaient pas toujours. Voici le magnétoscope, un changement de jeu qui a révolutionné le divertissement à domicile. À l'époque, regarder un film ou une émission de télévision signifiait se brancher au moment de sa diffusion. Le magnétoscope a changé cela. Soudain, vous pouviez non seulement regarder vos programmes préférés à votre convenance, mais vous pouviez aussi programmer un minuteur pour les enregistrer. Pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans les années 80 et 90, les magnétoscopes étaient un élément essentiel du foyer. Nous nous souvenons avec émotion de l'anticipation, tandis que les magnétoscopes rembobinaient lentement les cassettes, s'assurant qu'elles étaient prêtes pour la prochaine location de Blockbuster. Ah, les jours où il fallait rembobiner. Un souvenir nostalgique, c'est sûr. Numéro 17. La Beatlemania. Imaginons 1964, la scène de l'Ed Sullivan Show et l'arrivée de 4 noms qui résonneraient à travers les générations. John, Paul, George et Ringo. Les Beatles sont montés sur scène et d'un bout à l'autre du pays, les cris extatiques des adolescents remplissèrent l'air. La Beatlemania était arrivée. Pour les baby boomers, les Beatles n'étaient pas seulement un groupe, ils étaient un phénomène culturel. L'impact de cette performance à l'Ed Sullivan Show a résonné à travers les années et les fans des Beatles n'ont jamais pu laisser tomber cela. Numéro 16. Conduire un vélo à siège banane. Cela rappelle des souvenirs nostalgiques de rouler sur un vélo à siège banane dans la rue, un souvenir précieux pour la plupart des baby boomers. Ces vélos étaient l'incarnation du style, conçus pour ressembler à des bestioles avec leurs grands guidons, leurs petites roues et ce siège banane emblématique. Mais ce qui a véritablement élevé l'expérience fut la tendance à accrocher des cartes de baseball au rayon, créant le son le plus satisfaisant lorsque vous filiez dans la rue. Pour les baby-boomers, ces vélos étaient plus qu'un simple mode de transport. Ils étaient un symbole de liberté et d'aventure.
L'acte simple de rouler au bout du pâté de maison apportait joie et camaraderie. Cela rappelle une époque où la décision la plus importante était laquelle des cartes accrochées à vos rayons pour la bande sonore parfaite. Et tandis que les générations ultérieures peuvent être connues pour leur audace et leur créativité, il y a quelque chose de spécial dans la simplicité et la joie que les baby-boomers ont trouvé dans les petites choses. Numéro 15. Carte postale. À l'époque de la messagerie instantanée et des emails, il est facile d'oublier l'anticipation d'attendre une carte postale d'un ami ou d'un parent lointain. Les baby-boomers, cependant, se souviennent parfaitement de l'excitation de vérifier la boîte aux lettres, espérant une réponse de quelqu'un de cher. Avant l'ère de la communication numérique, les cartes postales étaient le pont qui reliait les gens à travers les distances. Les baby-boomers envoyaient et recevaient ces petites preuves d'affection, chaque carte racontant une histoire de voyage, d'amitié ou simplement un bonjour réfléchi. C'était une connexion tangible dans une époque qui valorisait le mot écrit. Bien que la génération Z n'ait peut-être pas fait l'expérience de la joie d'envoyer et de recevoir des cartes postales, pour les baby-boomers, ces petits morceaux de papier étaient plus que de simples courriers. Ils étaient des aperçus dans les vies et les aventures de leurs proches. Numéro 14. Fax. Ces bourdonnements et bips familiers des fax, un son qui rappelle des souvenirs à ceux qui ont navigué dans le monde de la transmission de documents avant l'ère numérique. Dans un passé pas si lointain, utiliser un fax était la méthode privilégiée pour envoyer des documents importants. Bien avant que l'email ne devienne omniprésent et que les scanners ne soient des objets courants dans les foyers, le fax dominait. Il nécessitait une ligne téléphonique dédiée et était la bouée de sauvetage pour les entreprises et les particuliers ayant besoin d'envoyer des documents sur de longues distances. Le processus n'était pas sans défi. Faire face à des transferts échoués, lutter contre des bourrages de papier et la frustration de l'encre qui s'estompait font tous partie des souvenirs trop familiers pour ceux qui ont utilisé des fax. Pourtant, à son apogée, le fax était un outil indispensable pour la communication. Un fax fonctionne en envoyant des documents électroniquement via un réseau téléphonique. Avec les transmissions appelées fax, ceux-ci pouvaient être échangés entre deux fax ou entre un fax et un ordinateur ou un service de fax en ligne. Bien que la majorité des fax soient liés aux affaires, il y a eu un temps où l'utilisation personnelle de la transmission de fax était également courante, en particulier parmi les générations ayant grandi avec cette technologie. Aujourd'hui, le fax autonome est une rareté, souvent remplacé par des unités multifonctionnelles qui intègrent des fonctionnalités d'impression, de numérisation et de copie. De plus, l'émergence de services de fax en ligne et de serveurs de fax a rationalisé le processus, offrant une approche plus efficace et moderne de la transmission de documents sans avoir besoin d'un matériel dédié. Numéro 13. Jeux d'arcade. Voici un aperçu du monde faiblement éclairé des jeux d'arcade. Un royaume où les baby-boomers ont trouvé joie, camaraderie et excitation à maîtriser des défis pixelisés. Dans le chaos vibrant de l'arcade, les frontières s'entrechoquaient, les joysticks tremblaient et les meilleurs scores étaient le badge d'honneur ultime. Imaginez les arcades des années 1960, une époque où les jeux mécaniques se transformaient en merveilles électromécaniques. La fin des années 60 a été le théâtre de la naissance de jeux emblématiques comme le périscope de Sega en 1965, plongeant les joueurs dans des expériences de tir palpitantes. Rifleman, sorti en 1967, a poursuivi cette tendance, ajoutant une couche de précision aux jeux d'arcade. Les jeux de course ont également eu leur moment de gloire. Indy 500 de Casco en 1968 et Chicago Coin Speedway ont ouvert une ère de vitesse compétitive, transformant l'arcade en champ de bataille pour la suprématie virtuelle. Les années 1960 ont jeté les bases de ce qui deviendrait un phénomène culturel dans les années 1970, la salle d'arcade vidéo. Numéro 12. Regardez I Love Lucy. Le parcours de la télévision dans nos salons est une histoire qui peut être racontée en plusieurs chapitres, depuis la transmission de Philo Farnsworth en 1927 jusqu'à la grande retransmission de RCA à l'Exposition mondiale de New York en 1939. Cependant, l'année la plus significative pour la véritable jeunesse de la télévision pourrait être 1946, une époque où la technologie
l'optimisme et le pouvoir d'achat des consommateurs ont convergé après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donnant à la télévision de diffusion le coup de pouce dont elle avait besoin. Pour la génération des baby-boomers, la magie de la télévision ne se résumait pas seulement à l'invention elle-même, mais au contenu qu'elle apportait dans leur foyer. Un morceau intemporel de ce contenu était I Love Lucy, une sitcom classique qui, bien que tout le monde y ait accès aujourd'hui, occupe une place spéciale dans les mémoires de ceux qui l'ont suivi lors de sa diffusion originale. I Love Lucy n'était pas qu'une émission, c'était un phénomène culturel. Débutant en 1951, elle a rapidement pris le dessus dans les codes d'audience, devenant l'émission la plus regardée aux États-Unis pendant 4 de ses 6 saisons. Les pitreries comiques de Lucy Ricardo, les expressions exaspérées de Ricky et le célèbre casting secondaire ont créé une tempête parfaite de divertissement qui a captivé les téléspectateurs à travers le pays. Chanamri, Urquhart. Numéro 11. Cassette. Avant l'ère numérique du streaming, les baby-boomers avaient une relation spéciale avec les cassettes. Au-delà d'être un support musical, les cassettes offraient une expérience tangible et immersive, permettant aux individus d'acheter, de jouer et de collectionner leurs morceaux préférés, tout en appréciant le plaisir tactile de feuilleter les couvertures d'albums. Dans un monde préoccupé par la commodité numérique, la cassette était un symbole d'une époque révolue, un témoignage des jours plus cool de la musique. La cassette compacte, une invention révolutionnaire, a démocratisé le processus d'enregistrement. Contrairement à la technologie encombrante des bandes audio de l'époque, qui nécessitait une formation et était principalement utilisée par des professionnels de la radio, les cassettes ont rendu l'enregistrement audio accessible à tous. Il ne s'agissait pas seulement d'écouter ses morceaux préférés. Il s'agissait de créer des mixtapes personnels, un travail d'amour impliquant la planification de listes de lecture et l'enregistrement manuel de pistes. Contrairement aux playlists instantanées d'aujourd'hui, le processus de création d'une mixtape était un geste réfléchi et chronophage. L'impact des cassettes a encore augmenté avec l'introduction du Walkman de Sony. Ce lecteur de musique portable permettait aux personnes de tous âges d'emporter leurs morceaux préférés partout, libérant la musique des confines des voitures ou des stéréos domestiques. Le Walkman, main dans la main avec les cassettes, est devenu un phénomène culturel fournissant une bande sonore personnalisée aux individus alors qu'ils naviguaient dans leur vie quotidienne. Ces deux inventions allaient de deux pair, ou pour être plus précis, main dans l'oreille. Numéro 10. Disque vinyle. À une époque où le vinyle connaît un regain d'intérêt, il est essentiel de se souvenir des jours révolus où les disques vinyles étaient l'incarnation même de la consommation moderne et high-tech de la musique. Aujourd'hui, le vinyle peut être considéré comme une niche pour les audiophiles, mais il fut un temps où c'était le choix mainstream pour enregistrer et apprécier des chansons. Alors que les amateurs de musique contemporains s'inquiètent des pannes Internet et des prix des abonnements, ceux qui possédaient une collection de vinyles avaient d'autres préoccupations, comme les aiguilles usées et la poussière sur leurs disques. Pourtant, pour eux, cet inconvénient était justifié, car comme beaucoup le soutiendraient, le vinyle avait simplement un meilleur son. Les craquements et les crépitements ajoutaient une chaleur et une nostalgie uniques à l'expérience d'écoute. Numéro 9. Radio amateur. Dans un monde avant que les réseaux sociaux ne dominent nos connexions, il y avait un temps où les radios amateurs étaient le moyen de prédilection pour ceux cherchant des aventures communicationnelles. Bien que les passionnés de radio amateurs existent encore aujourd'hui, la popularité de cette méthode a diminué, et c'est un peu une perte considérant le charme unique qu'elle apportait pour établir des connexions avec des inconnus. Dans les débuts de la radio, les ondes étaient un espace partagé entre des stations commerciales, gouvernementales et amateurs. Les transmissions d'étincelles et le code Morse étaient la norme, et les amateurs, distincts des professionnels, ajoutaient un élément d'imprévisibilité au spectre radio. Le frisson résidait dans le mystère de savoir qui pourrait écouter votre diffusion, un contraste frappant avec les interactions en ligne hautement sélectionnées d'aujourd'hui. Le spectre radio était initialement un endroit chaotique, avec des interférences fréquentes dues aux fréquences partagées. En 1912, le gouvernement est intervenu, assignant des bandes spécifiques à chaque type d'utilisateur radio. Les amateurs, considérés comme moins critiques pour la communication à longue distance, se retrouvaient sur des fréquences supérieures à 1,5 MHz.
Malgré la réglementation, l'activité de radio-amateur a prospéré, atteignant environ 6000 amateurs licenciés d'ici 1917. Cependant, la Première Guerre mondiale a imposé une pause sur les opérations de radio-amateurs, la marine contrôlant les activités radio même après la fin de la guerre. Ce n'est qu'à la fin de 1919, après des pressions des amateurs sur le Congrès, que l'interdiction a été levée, leur permettant de revenir sur les ondes. Bien que l'âge d'or des radios amateurs soit peut-être révolu, la nostalgie du frisson de se connecter avec des voix inconnues par les ondes demeure. Numéro 8. Plat Angelo. Je me souviens des années 1950. Une époque de jupes en poodle, de rock'n'roll et, eh bien, de créations culinaires discutables. Au milieu des révolutions culturelles, une chose que les années 1950 n'ont pas vraiment maîtrisée était l'art de la cuisine, surtout lorsqu'il s'agissait de plats angelo. Bien que l'époque nous ait offert une mode et une musique emblématiques, ses contributions culinaires laissaient souvent beaucoup à désirer. Les plats angelo, cependant, ont une histoire qui s'étend bien au-delà des années 50. Leurs origines remontent à l'Europe médiévale, où les plats de gelée étaient réservés à l'élite. Ces délices culinaires ornaient les tables de la noblesse comme des centres de tables moulées élaborés. Le processus de création de ces plats n'était pas une mince affaire. Il impliquait de rendre le collagène des os d'animaux et de le clarifier. Cette procédure complexe faisait des plats gélifiés un symbole de sophistication, bien qu'il ne soit pas pour les âmes sensibles, comme l'explique Lynn Bellasio, directrice exécutive de la Société historique de Leroy, qui abrite le musée de la galerie Gel-O. En avançant vers le milieu du 19e siècle, ce processus a évolué, le rendant plus accessible à la population générale. Cependant, ce n'est qu'aux années 1950 que le Jell-O a vraiment pris le devant de la scène dans les foyers américains, devenant un aliment de base dans des recettes qui laissaient souvent beaucoup à désirer en termes de goût et de finesse culinaire. Numéro 7. Les magasins Five and Dime. Avant l'ère numérique et l'essor des grands magasins, il y avait le charme des magasins Five and Dime. Ces boutiques variées, justement nommées pour leur prix abordable, étaient des trésors où l'on pouvait découvrir des bonbons à 1 sou jusqu'aux produits essentiels pour la maison. Woolworths, Ben Franklin, Cress, ces noms évoquaient la nostalgie d'une époque où ces magasins n'étaient pas seulement des points de vente au détail, mais des centres communautaires. À l'apogée de Woolworths, Ben Franklin et d'autres, ces magasins étaient omniprésents, trouvés dans des villes animées et des bourgades tranquilles. Ce n'étaient pas de simples lieux de shopping, ils étaient intégrés dans le tissu de la vie quotidienne. Besoin d'une petite friandise? Des bonbons à 1 sou vous attendaient? Des articles ménagers? Ils avaient tout ce qu'il vous fallait, et le tout à un prix raisonnable. La fin des années 1990 a marqué la fin symbolique de cette ère, lorsque Woolworths a déclaré faillite. Cela a marqué la fermeture d'un chapitre emblématique de l'histoire du commerce de détail, signalant le déclin de ces établissements bien aimés qui avaient autrefois été un élément essentiel de chaque rue principale. Numéro 6. Les clés de patins. J'ai une toute nouvelle paire de patins à roulettes. Tu as une toute nouvelle clé? Non, pas la clé d'une voiture, mais la clé de patin qui était autrefois un accessoire essentiel pour les passionnés de patins à roulettes. Ces vieux patins en métal qui se fixaient aux chaussures avec du cuir nécessitaient un petit outil pour un ajustement parfait, la clé de patin. Le patinage à roulettes a une histoire qui remonte au milieu des années 1700, mais ce sont les baby boomers qui ont véritablement propulsé sa popularité. Dans les années 1950, un style distinctif de patin à roulettes a émergé, avec une base en bois ou en métal et des sangles en cuir. Contrairement aux patins en ligne modernes, ces patins classiques exigeaient que les porteurs gardent dans leurs chaussures habituelles. La base du patin était ajustée à l'aide de la clé de patin. Imaginez porter vos chaussures, monter sur la base du patin et les fixer avec des sangles en cuir autour de vos chevilles. La seule chose qui maintenait vos pieds en place était la sangle et un petit clip pour les orteils. La clé de patin jouait un rôle crucial en déverrouillant la base, permettant aux patineurs d'ajuster la taille pour un ajustement parfait. Les clés de patin devenaient un accessoire à la mode, souvent porté autour du cou comme un collier. Les patineurs étaient prêts à serrer ou desserrer leurs patins à tout moment, assurant un ajustement confortable pour le prochain tour exaltant autour de la patinoire.
Le patinage à roulettes dans les années 1950 et 1960 n'était pas seulement un passe-temps. C'était une aventure, et la clé de patin était l'outil secret pour maîtriser l'ajustement parfait. Numéro 5. Les timbres verts. Probablement le meilleur programme de récompense qui soit, sans vouloir faire de la publicité, mais collectionner des timbres verts était indéniablement l'un des souvenirs les plus chéris des bonnes vieilles habitudes. Les baby-boomers se souviennent avec tendresse d'avoir gagné ces timbres en fonction de leurs dépenses dans divers établissements de vente au détail, principalement dans les supermarchés et les stations-service. Le concept était simple, mais incroyablement gratifiant. Au moment de payer, les acheteurs recevaient des timbres verts, qui étaient ensuite soigneusement collés dans des livres. La joie de remplir ces livres de timbres n'était pas juste une routine. C'était une anticipation délicieuse des récompenses à venir. Ces livres de timbres verts n'étaient pas de simples collections. Ils étaient des passeports vers un monde de possibilités. L'excitation réelle est survenue lorsque ces timbres soigneusement accumulés pouvaient être échangés contre une pléthore d'articles, allant des meubles aux télévisions. Numéro 4. Les jukebox. Il est certain que le jukebox est l'emblème iconique des années 50 et 60, lié de manière éternelle à l'animation des diners et des lieux de rencontre pour adolescents. Pour les baby-boomers, le jukebox n'était pas seulement un lecteur de musique. C'était une porte d'entrée vers un délice sonore, un maestro actionné par des pièces de monnaie qui pouvaient donner vie à une mélodie préférée dès qu'on insérait une pièce. Le jukebox classique, une merveille musicale partiellement automatisée, trônait dans les dîners et les établissements ornés de boutons portant des lettres et des chiffres. Ces boutons étaient les portails vers un monde de musique, permettant aux clients de faire leur sélection parmi un répertoire de disques autocontenus. À l'apogée des jukebox, certains ont évolué pour utiliser des disques compacts, mais l'essence est restée la même, une fusion envoûtante de musique, technologie et expérience sociale. Imaginez un dîner des années 1950, et la scène par excellence implique le cliquetis rythmique des plats, le grésillement d'un grill et les mélodies indéniables émanant d'un jukebox. Les baby boomers se rappelleraient avec affection la joie d'insérer une pièce, de sélectionner une mélodie bien aimée et de s'immerger dans l'étreinte de la musique. Ce n'était pas seulement une question de chanson, c'était une expérience partagée, la joie collective de la musique qui est devenue une marque culturelle. Les jukebox n'étaient pas de simples meubles. C'étaient des machines à remonter le temps, transportant ceux qui écoutaient au cœur et à l'âme d'une époque. Numéro 3. Les premiers ordinateurs personnels. Vous pouvez vous l'imaginer, c'est l'aube de l'ère de l'ordinateur personnel, un moment où les foyers étaient aux portes d'une révolution technologique. Les baby boomers, les pionniers de cette frontière numérique, ont accueilli avec enthousiasme les possibilités qui s'ouvraient devant eux. Et à l'avant-garde de cette révolution se trouvaient les premières merveilles comme le légendaire Commodore 64. Le voyage vers l'ère numérique a été marqué par des visionnaires comme Steve Jobs et Steve Wozniak, tous deux fiers baby-boomers. En 1976, ils fondaient Apple Computer, une entreprise qui redéfinirait la façon dont les gens travaillent, communiquent et interagissent avec la technologie. Le moment décisif est survenu avec l'introduction de l'Apple II, le premier ordinateur personnel commercialement réussi. L'Apple II, lancé dans le monde en 1977, était une merveille de son époque, doté de graphiques en couleur, d'une carte son, de slots d'expansion et d'autres innovations qui l'ont rendu unique. Ce n'était pas qu'une machine. C'était un présage d'un avenir où les ordinateurs s'intégreraient parfaitement dans la vie quotidienne, devenant aussi omniprésents que les télévisions et les téléphones. Numéro 2. Dessin animé du dimanche matin. Nous nous souvenons tous de ces nostalgiques dimanches matins, la porte d'entrée des baby-boomers vers un royaume animé vibrant où des personnages comme Scooby-Doo et les Flintstones prenaient vie, créant des souvenirs précieux qui perdurent à travers les âges. Revenons à la fin des années 1950, une époque où les samedis matins offraient une sélection limitée de dessins animés, mettant en scène le silencieux Farmer Gray ou des classiques comme Beanie et Cecil. Le début des années 1960 a apporté l'avènement d'émissions emblématiques comme les Flintstones et Johnny Quest, captivant l'imaginaire des jeunes baby-boomers à travers le pays. Pourtant, la véritable magie se déroulait les dimanches matins.
Alors que le soleil peignait le ciel de teintes de l'aube, les enfants se blottissaient dans les aventures réconfortantes de Davy et Goliath. Plus tard dans la matinée, les choix s'élargissaient au monde fantaisiste de Gumby ou au divertissement animé de Wonderama. Cependant, les dimanches matins n'étaient pas seulement consacrés aux escapades animées. Les baby-boomers devaient faire un choix simple mais profond, entre écouter des prédicateurs à la télévision ou assister à l'église avec leurs parents. Dans un quartier où les dimanches étaient sacrés, les rires joyeux des enfants jouant étaient retardés jusqu'après que le soleil de midi ait éclairé le ciel. Numéro 1. Appareil photo à film. Faites un bond en arrière dans le temps à une époque où chaque photographie était un moment soigneusement organisé, gravé sur film avec précision et intention. Les baby-boomers se rappellent avec tendresse des jours des appareils photo à film, une époque où capturer des souvenirs signifiait un processus méticuleux qui se déroulait à chaque clic de l'obturateur. Transportez-vous dans les années 1960, où l'appareil photo-réflexe mono-objectif 35 mm régnait en maître. Ces appareils emblématiques disposaient d'un mécanisme de miroir qui reflétait l'image de l'objectif dans le viseur, offrant aux photographes un aperçu de leur prise de vue avant que la magie de capturer un moment ne se produise. La capacité d'échanger les objectifs offrait aux utilisateurs un contrôle créatif sans précédent, une touche d'art au sein de chaque image. Pourtant, l'acte de photographier dans les années 1960 était loin du monde numérique instantané que nous connaissons aujourd'hui. Charger le film dans l'appareil marquait le début d'un voyage, chaque ajustement de l'ouverture et de la vitesse d'obturation étant un choix délibéré pour l'exposition désirée. Une photographie n'était pas simplement prise, elle était élaborée avec compétence et connaissance, une expérience pratique qui nécessitait patience et finesse. Le voyage ne s'arrêtait pas au clic de l'obturateur. Le film, désormais empreint de souvenirs, entamait un processus transformateur. La danse complexe des produits chimiques dans la chambre noire développait et produisait des tirages physiques, des fragments tangibles du passé. Ce processus alchimique prenait des jours, voire une semaine, ajoutant un élément d'anticipation et de gratification différé à l'art de la photographie. Dans un monde saturé d'images numériques, les photographies des années 1960 sont célébrées pour leur qualité et l'essence organique indéniable qu'elles dégagent. Un témoignage d'une époque révolue où chaque photographie était le témoignage à la fois du moment capturé et du savoir-faire derrière l'objectif. Vous connaissez maintenant des souvenirs que seuls les baby-boomers comprendraient de vraiment. Si vous avez apprécié ce voyage nostalgique, appuyez sur le bouton « J'aime », partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de retours dans le temps. D'ici là, gardez la nostalgie vivante et nous vous retrouverons la prochaine fois. Merci de regarder.